On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Donc, on fête cette année, comme vous le savez, le 30e anniversaire de la Fête de la Science. Je me présente, je suis Laurie Chambon. Donc, je suis chargée de mission à la coopération scientifique et universitaire. Je travaille pour l'Institut français et l'ambassade de France. Et on voulait vous adresser un message pour vous dire qu'on était très heureux d'organiser cette initiative en partenariat avec vos lycées. Donc, il y a le lycée Charles de Gaulle qui est ici présent, mais il y a aussi tous les lycées de l'AEFE qui sont présents sur le territoire chilien, nos laboratoires, nos partenaires universitaires et de la société civile. Et on a voulu faire de cette fête de la science un moment de partage d'expériences et de connaissances, mais aussi de découverte, parce qu'on sait que les 2 dernières années ont été très difficiles pour vous. Que vous avez été confinés quand même 2 années, puisqu'après l'escalade sociale, il y a aussi eu la pandémie et on trouvait que c'était important d'avoir un moment de nouveau des activités, un moment de partage. Et c'est pour ça que cette année, on a décidé d'organiser la fête de la science. Donc, le thème de cette année, c'est la protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est pour ça qu'en matinée, on a des conférences métiers. On en a une ce matin, une table ronde pour présenter différentes filières qui conduisent au métier de la protection de l'environnement. Puis en après-midi, on a des conférences scientifiques autour du changement climatique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir ce bal de conférences scientifiques avec Camila Fernandez. Donc, Camila Fernandez, pour la petite anecdote, était, comme vous, une élève au lycée Charles de Gaulle de Concepción, donc complètement francophone. Elle est enseignante-chercheur à l'Université de Concepción et elle est aussi co-directrice du CEODOS. Donc, le CEODOS, pour l'ambassade de France et l'Institut français, c'est un partenaire chilien privilégié en termes de recherche sur la biodiversité, le climat et l'océan. C'est un consortium de 9 centres de recherche qui travaillent main dans la main avec la Fondation Tara. Donc, vous avez dû connaître les projets normalement puisqu'ils ont été diffusés aux différents lycées français du Chili. Et donc, aujourd'hui, Camila va nous parler du changement climatique, le compte à rebours pour l'océan. Donc, je vais vous laisser la parole, Camila, mais juste avant, je voulais dire quand même un mot. On a de la chance d'être quand même au Chili, un pays qui a quand même 5000 kilomètres de côte. Et on a de la chance aujourd'hui d'avoir Camila qui va nous parler d'un sujet scientifique très intéressant, puisque c'est montrer comment le microscopique, en fait, a un effet sur le très grand, sur le climat, et c'est un sujet de pointe. Et donc, elle va nous présenter tout de suite ses recherches. Je vous donne la parole, Camila, pour votre conférence. Merci, merci Laurie, merci tout le monde, merci de m'avoir donné la chance de vous parler aujourd'hui de mon métier, de ce que je fais et de ce qu'on est en train de faire avec les collègues au Chili et en France en termes de changement climatique, notre recherche, mais aussi les efforts qu'on fait pour aider la population du Chili, de France et en général de toutes les millions de personnes qui habitent à moins de 100 km de la côte pour s'adapter au mieux aux changements qui vont venir. Moi, de mon côté, je suis penquista, je suis née à Concepción, j'ai été, comme Laurie l'a dit, élève au lycée Charles de Gaulle. J'ai étudié à l'université de Concepción, biologie marine. Ensuite, j'ai fait des études en France, de master et de doctorat en sciences marines. Et j'ai été recrutée au CNRS, donc je travaille pour le gouvernement français et je suis professeur visitant de l'université de Concepción depuis 10 ans. Dans ce contexte, j'ai fait ce qu'on appelle un laboratoire international associé. C'est-à-dire qu'on a pris en charge un projet de recherche avec un objectif scientifique ambitieux qui ne peut pas être réalisé par un seul pays. Donc, on a dû s'associer entre 2 laboratoires, un français, un chilien, et créer quelque chose qui n'existait pas avant, du moins à Concepción, un laboratoire franco-chilien où les gens font de la recherche marine
et qui se parlent comme s'ils appartenaient à un seul institut, sauf qu'ils sont dans 2 continents différents. Donc ça, c'est la partie chouette de mon métier. Hein. Et l'autre partie chouette, c'est d'aller sur le terrain, d'aller en mer, de naviguer. Et en fait, c'est là que j'ai pris cette photo. Hein. C'est l'aube en océan ouvert à bord de Tara. Donc, je vais vous parler de ça aussi. Je vais partager mon écran pour commencer. Et donc, voilà, ça, c'est moi. Si vous voulez me contacter, ben, vous pouvez le faire. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et si vous voulez me contacter, bien sûr, à travers Laurie ou à travers vos maîtresses, je connais très bien Perrine et d'autres enseignants de l'école. Et je connais très bien Rohan et d'autres élèves hein, depuis longue date. Et je dois dire quand même que c'est un grand honneur, un grand plaisir de faire une conférence pour des jeunes gens adorables que je connais très bien. Donc, voilà, le changement climatique, le compte à rebours pour l'océan. Donc, pourquoi je suis là ce matin ou cet après-midi? Ben, je l'ai déjà couvert. Hein, on va donner un petit peu de contexte. La génération à laquelle vous appartenez doit absolument avoir des concepts très, très clairs dans leurs esprits. Et ça inclut non seulement changement climatique, réchauffement de la planète, écosystème, mais aussi des sigles comme IPCC, CMNUCC, COP, hein, la COP. Vous avez dû en entendre parler. Je sais que le lycée à Concepción a fait un mini-projet, une mini-COP, dans le contexte de la COP 25, donc il y a 2 ans, où j'ai eu la chance d'aller au lycée pour vous expliquer comment ça marche une COP, pour vous aider à négocier avec le directeur de l'époque des pétitions vertes pour votre école à l'époque. Donc, on va parler de ça, on va parler de l'enjeu pour l'environnement, d'où on en est en ce moment, quel est l'état de nos connaissances et ce qui manque pour faire et quels efforts on est en train de faire. Mais pour donner un petit côté presque mythologique à ce contexte scientifique, l'esprit de recherche en ce moment au Chili et par ailleurs, enfin, partout un peu dans le monde, a beaucoup à voir avec la culture et les aspects sociaux de la population. Donc, pour moi, c'est très important quand on étudie l'océan chilien, enfin les côtes chiliennes, de savoir pourquoi on est là. D'accord? Pourquoi les gens au Chili, si vous voulez, on est un pays long, très fin, mais la plupart de la population habite à l'intérieur des terres. On n'est pas un pays vraiment qui regarde à l'océan. On donne le dos en général à l'océan. Et c'est un peu ancré dans notre esprit qu'on a une relation un peu conflictuelle avec l'océan. On a un tout petit peu peur, style tsunami, tu vois. On a un tout petit peu de curiosité pour l'océan. On sait que notre sécurité alimentaire vient de là, mais en même temps, on ne le connaît pas trop. Donc, on n'est pas vraiment un pays qui habite dans l'eau. Il est froid, il fait froid, on est tous d'accord là-dessus. Les eaux chiliennes sont très froides. Donc, on n'est pas des gens qui habitent les pieds dans l'eau. Et pourtant, on est un pays qui est 100% touché par l'océan Pacifique tout le long de sa côte. Si, comme Laurie l'a dit, on a 5000 km de côte, mais si on prenait vraiment tout le relief, ça fait plus de 12 000 km de côte. Ça en fait beaucoup, beaucoup. Et figurez-vous que la légende de Cacahuétentren, que vous devez tous peut-être connaître, hein, de la mythologie mapuche, raconte la relation entre la terre et la mer hein, pour la création de la cordillère des Andes et de l'océan qui la baigne.
Cacá et Tintin étaient deux frères qui ne s'entendaient pas du tout, comme vous le savez, et comme c'est très courant entre frères ou frères et sœurs. Et la rage du serpent marin et la rage du serpent terrestre, du monstre qui a créé la cordillère des Andes, a fait que le peuple mapuche a une relation très étroite avec les deux. Notre pays est donc un pays de contraste et un pays géologiquement très actif. Le monstre de la cordillère des Andes est toujours actif, il y a toujours un volcan qui est en éruption quelque part, et le serpent marin qui baigne nos côtes, c'est une entité qui gouverne vraiment le climat et la façon dont les ressources sont distribuées au Chili. Mais l'océan en général, partout dans la planète, est au centre du fonctionnement du climat. Et comment il se débrouille pour faire ça? Eh bien, c'est simple, ça fait partie de ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Les neiges dont on a un tas ici au Chili, les neiges éternelles, les sources d'eau fraîche qui alimentent les rivières et qui, à travers l'évaporation, contrôlent la quantité de nuages et de pluie qu'on reçoit en rechange. Ce faisant, il y a tout un cycle de gaz à effet de serre qui est très actif au niveau de la côte et qui est soumis à différents facteurs physiques, on va dire, comme les courants marins et surtout le vent. Vous avez noté peut-être que, surtout à Concepción, quand il fait beau, comme maintenant, il commence à souffler un vent du sud. Ce vent est très caractéristique de chez nous et provoque la remontée d'eau profonde, et ce qui fertilise nos côtes. C'est pour ça que le Chili est capable de supporter presque 10% de la pêche mondiale. Nous, à nous tout seuls, avec le Pérou, le sud du Pérou, on pourrait alimenter 10% de la population. Et l'océan tout entier est capable et responsable de presque la moitié de la photosynthèse qui se fait dans la planète. Donc, quel est l'effet vraiment du changement climatique et du réchauffement global? Pour le comprendre, on doit avoir bien clair les concepts. Et c'est là que je vais vous demander de bien séparer les choses. Le réchauffement global ou le réchauffement climatique est vraiment une tendance qu'on voit au niveau planétaire. On est vraiment en train de se réchauffer et c'est pour ça qu'au niveau mondial, la communauté scientifique en général est très inquiète et on discute beaucoup du 1,5 degré ou du 2 degrés ou du 3 degrés comme des scénarios plus ou moins sérieux pour les conséquences que ça pourrait avoir pour la vie comme on la connaît dans la planète. Et ce qui pourrait paraître quelque chose de très petit, 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés ou un demi-degré, ça ne fait pas beaucoup. En fait, il y a une énorme différence au niveau local, au niveau régional. Mais le réchauffement global, ce n'est pas vraiment la même chose que le changement climatique. D'accord? Le réchauffement global est vraiment cette tendance dont je vous parle qui est planétaire. La clé pour nous, en tant que scientifiques, c'est de savoir ce que ça veut dire ou quelles seront les conséquences ou les impacts de ce tout petit peu plus en température et ce tout petit peu moins en productivité. Mon travail en particulier, c'est de savoir comment vont se comporter les micro-organismes qui habitent l'océan et qui sont responsables de toute cette couleur violette qu'il y a dans cette cartographie et qui représente des tonnes et des tonnes de carbone qui rentrent dans l'océan depuis l'atmosphère. La photosynthèse, ce n'est que la capacité des algues, des micro-algues dans ce cas, pour capter le CO2 de l'atmosphère et le séquestrer dans l'océan, l'envoyer très très profond pour pas qu'on ait, nous, à subir les conséquences. Donc, ça a un effet de tampon. Donc, depuis tout de suite après que je sois née, en fait,
les leaders mondiaux se sont mis d'accord pour faire des conférences périodiques sur le climat. Et quand je dis le climat, vraiment, ils prenaient en compte que l'atmosphère et les forêts, l'océan en tant que tel, en tant qu'objet de conversation et de négociation au niveau de gouvernements internationaux, n'a été mis en valeur qu'à partir de l'année, on va dire, 2015. Avant ça, on parlait majoritairement de la forêt et de l'atmosphère. D'accord? Donc, la deuxième conférence a eu lieu en 90 et ensuite, en 92, il y a eu la Convention cadre du changement climatique. Voilà une des sigles dont je vous ai parlé, qui, elle, donne la charte et le plan d'action pour préserver le climat et qui a été ratifié. Une fois qu'on se met d'accord sur un cadre international, il faut que tout le monde le ratifie, c'est-à-dire que tout le monde doit dire oui, je suis d'accord, mais après, il faut signer le papier. Donc, tout le monde a signé et le Chili a signé en 1994. La première COP, une COP, c'est une conférence des parties, et ça veut dire c'est une réunion de toutes les parties qui prennent les décisions au niveau international, au niveau du climat, et des actions des gouvernements, et a eu lieu en 1995. Donc, la première COP en Allemagne a dit, bon, le climat, c'est important, il faut faire quelque chose. Et d'ores et avant, on va se réunir tous les ans ou tous les 2 ans, selon le thème, pour prendre des actions. Non pas pour dire le climat, c'est sérieux, mais pour donner les directrices et les enjeux et prendre des décisions. Et pour ça, il nous faut les présidents des gouvernements, il nous faut les scientifiques, il faut les parlementaires et souvent les entreprises. En 1997, on signe le protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre, qui inclut non seulement le CO2, mais d'autres qui sont beaucoup plus puissants que le CO2, comme le méthane, qui vient majoritairement de l'industrie de la viande, des cultures de vaches, par exemple, et de l'oxyde nitreux, qui vient, lui, de l'océan et des forêts. Donc, en 2007, on était déjà très conscient que le CO2, c'était un problème, et c'est l'année où Al Gore, c'est un ancien vice-président des États-Unis, a eu le Nobel de la paix à cause de son action climatique, et le rapport de l'IPCC, que c'est une entité des meilleurs scientifiques de la planète qui rédigent des rapports périodiquement pour donner un état des lieux au niveau planétaire de la température dans l'atmosphère, la température dans l'océan, l'état des glaces éternelles, des glaciers et des pôles, et aussi des conséquences que ça pourrait avoir. Donc, l'IPCC, qui donne un rapport à chaque fois que les parties se réunissent, donc à chaque COP, il y a un rapport de l'IPCC qui sort, et l'interlocuteur scientifique. Et l'IPCC consulte tous les scientifiques, les meilleurs scientifiques de la planète, pour avoir les données qu'il lui faut et pour en sortir les conclusions et les communiquer au gouvernement. Donc, vous voyez la complexité de la façon dont la politique se fait au niveau climatique. À la base, il y a le public, il y a les gens qui finalement subissent les conséquences des décisions que les gouvernements prennent. Mais il y a les scientifiques qui donnent les informations qu'il faut. Il y a les gens qui font de la politique, qui suggèrent des décisions. Il y a les gouvernements qui prennent ces décisions et ensuite, il y a les entreprises qui doivent suivre et faire le nécessaire pour adapter les technologies.
Et c'est là où on en est en ce moment. En 2015, l'accord de Paris est signé et ça a été vraiment un moment important au niveau mondial parce que c'est la première fois qu'on a dit, bon, on est dans un gros problème et non seulement on va dire que nos intentions sont de réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais si on ne fait pas ce qu'on dit dans le papier, on va payer une amende. Donc, chaque pays s'est engagé à prendre des mesures concrètes avec des chiffres et des tonnes de carbone en plus ou en moins d'ici l'année 2030 ou 2050. Par exemple, le Chili s'est engagé à être carbone neutral d'ici 2030. C'est-à-dire que notre bilan de carbone au niveau du pays tout entier devrait être zéro d'ici 9 ans. Ça, c'est très difficile à faire et on est loin, loin, loin de le faire. Mais si on ne le fait pas, le Chili va devoir payer une amende. D'accord? Comment on fait ce qu'on dit? Comment on est responsable des accords signés au niveau international en tant que pays? Ben ça aussi, c'est aux scientifiques de donner les informations et de dire comment on peut faire pour avoir un bilan entre les avancées technologiques, la santé de l'environnement et nos engagements internationaux. Chaque pays signataire de l'accord de Paris et d'autres accords qui sont venus après s'engage dans la mesure de ses possibilités. On ne peut pas demander aux pays plus démunis de faire autant que, par exemple, la Chine ou les États-Unis. Et on ne peut pas demander, par exemple, au Congo de faire pareil que le Chili ou l'Argentine parce que les enjeux et les possibilités sont différentes. Mais chaque pays est obligé de faire quelque chose. Et chaque pays doit dire la date à laquelle il sera carbone neutral. Comme je dis, nous, on l'a déjà dit, on a signé le papier, mais on est loin de pouvoir le faire. Et c'est là que vous êtes important, parce que pour le faire, en fait, on est tous nécessaires. Il faut qu'on soit tous dans le même bateau. Et en fait, on est tous dans le même bateau. Donc, en 2019, il y a eu la COP25, donc 2019-2020 en fait, et ça s'est passé en Espagne, ça allait se passer à Santiago, mais il y a eu estallido social, donc on l'a bougé à Santiago. Mais ça n'a pas été du travail perdu. Au contraire, en fait, l'IPCC, donc cet instrument des Nations Unies qui se base sur le travail scientifique, a dit, bon, il y a le réchauffement climatique, c'est sûr de chez sûr que ça va être plus de 1,5 degré au niveau planétaire. C'est très probable que ça arrive à 2 degrés et si on continue tel qu'on est maintenant, on va se réchauffer de 3 degrés. Cette différence, en fait, on va le voir un peu plus tard, a de grosses conséquences pour nous. Un autre rapport qui a été produit par les scientifiques, c'était le rapport de la cryosphère, c'est-à-dire de tout ce qui est congelé dans la planète, les pôles et les champs de glace. Et là aussi, en fait, il y a eu beaucoup d'alarmes. Mais c'était la première fois que l'IPCC produisait un rapport qui avait entièrement à voir avec l'océan. Donc, nous, au Chili, la communauté scientifique du Chili a beaucoup participé à la COP25 pour mettre l'océan en avant et pour obliger le gouvernement à prendre des mesures qui tiennent en compte les besoins et la vulnérabilité de l'océan. Donc ça, c'est l'accord de Paris. Ça, c'est ce qui a été signé par presque tous les pays de la planète. Il n'y en a que 2 qui n'avaient pas ratifié l'accord de Paris à l'époque. Et c'était, je crois, la Syrie et peut-être la Corée du Nord. Après, quelques années plus tard, M. Trump a enlevé les États-Unis de l'accord de Paris.
ce qui peut se faire. Et M. Biden vient de remettre les États-Unis dans l'accord de Paris, ce qui a remis un peu de stabilité dans le contexte international environnemental. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a promis, ce qu'on s'est engagé à faire et les conséquences de ne pas le faire pour les gouvernements signataires. Donc, nous, en tant que scientifiques, on fait de la science, d'accord? Et c'est la science qui donne l'alarme à l'IPCC, à la COP, et qui dit en fait ce qu'il faut négocier et ce qu'il ne faut pas négocier. Juste quelques exemples. C'est les meilleurs journaux scientifiques du monde. Et souvent, la première page est dédiée justement au changement climatique. Climate change, pollution, l'anthropocène. L'anthropocène, c'est un objet de débat, mais c'est l'époque géologique actuelle qui a déjà la signature humaine dans les registres sédimentaires. Et donc, on peut parler de l'anthropocène. L'anthropocène est souvent dans la première page aussi de nos journaux. Donc, la COP 26, hein, ça fait 26 COP qu'on est en train de discuter. La COP 26 aura lieu en novembre et elle aura lieu en Écosse. Le Chili va donner la présidence de la COP et elle passera à un autre État membre. D'accord? Mais comment ça se passe pour la COP? L'IPCC va rendre un rapport. Les États membres, tous les pays membres vont reconnaître ce rapport. Ils vont tous le lire. Ils vont tous réfléchir là-dessus et dire, OK, on reçoit le rapport et on s'en rend responsable. Et là, il y a un concept qui est très important pour vous tous, en fait, et pour nous tous, hein, d'être responsables. Les pays signataires se rendent responsables. Ils deviennent responsables des rapports de l'IPCC. Qu'est-ce que c'est que d'être responsable de ce rapport? Si le rapport dit, il y a tellement de CO2 dans l'atmosphère et on a tellement fait peu pour révertir les effets du changement climatique qu'on va avoir 2 degrés de plus en moyenne dans toute la planète. Que moi, si je suis le Chili, dise oui, je suis responsable de ce rapport, ça veut dire que c'est de ma faute. Donc, c'est très sérieux pour un pays de dire oui, c'est de ma faute aussi, je suis partie de la cause du problème et je vais faire de mon mieux pour révertir les effets. Donc, je vais signer, et non seulement je vais signer, mais je vais m'engager à révertir les émissions pour 2030 et à être neutral, complètement neutral, bilan zéro du carbone en 2050. D'accord? Ensuite, ayant signé ça, on négocie la vitesse à laquelle on va aller et ce qu'on est prêt à payer si on ne le fait pas. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ça prend énormément d'efforts et de temps pour avoir des mesures concrètes en ce qui concerne le plastique, les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il y a des enjeux économiques un peu partout et il faut tout prendre en compte. Mais, compte tenu de tout ça, en ce qui nous concerne, quelles sont les conséquences d'avoir la température qu'on a aujourd'hui à avoir la température plus 2 degrés au niveau moyen? Ça ne veut pas dire qu'à Concepción, il va toujours faire 2 degrés de plus. Il y a des zones dans la planète qui vont se refroidir et d'autres qui vont se réchauffer. Mais la moyenne, le promedio, va être de 2 degrés de plus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les océans vont être un peu plus chauds, les courants vont être un peu plus faibles, le CO2 va être plus abondant dans l'océan et dans l'atmosphère. La capacité de l'océan pour contrôler le climat va être moindre.
On peut perdre énormément de diversité en insectes, en vertébrés, en espèces polaires, en espèces coralliennes, mais surtout en espèces microbiennes. Et c'est un peu mon message aujourd'hui. Les tout petits tout, le monde microscopique. Celui qui est responsable de la plupart de la photosynthèse, c'est là qu'il va y avoir la plupart de la perte de diversité. D'accord? Puisque c'est l'échelon le plus abondant. Donc, qu'est-ce qu'il y a au Chili qui nous fait tellement intéressant pour la science, pour venir étudier? Ben, sachez que l'océan Pacifique, c'est-à-dire l'océan que vous avez vu depuis que vous êtes né au Chili, a un rôle climatique qui est presque plus important que n'importe quel autre, pour plusieurs raisons. Une, c'est qu'on reçoit les eaux les plus vieilles de la planète, les eaux qui remontent ici dans les côtes de Concepción. Elles ont fait tout le tour de la planète avant d'arriver ici. Et quand elles ont commencé le tour, c'était il y a 1500 ans à peu près. Donc, c'est des eaux vieilles qui ont beaucoup, beaucoup vécu et qui ont reçu beaucoup de CO2 et beaucoup de ces nutritifs. Donc, c'est vraiment une machine à pomper de l'eau et l'océan, ici dans les côtes chiliennes, nous redonne cette eau très vieille. Qu'est-ce qui se passe avec cette eau? Eh bien, ça fertilise l'océan superficiel et c'est pour ça qu'on a énormément de productivité biologique. C'est vraiment une soupe de phytoplancton, de microbes photosynthétiques et comme je vous ai dit tout à l'heure, à nous tout seuls, entre le Chili et le Pérou, on peut soutenir 10% de toute la productivité de l'océan mondial. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Par conséquent, on échange beaucoup de chaleur. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller dans le nord du Chili et dans le sud du Pérou, ou même ici à Concepción. Vous connaissez la Camanchaca et vous savez que là où il fait très chaud, souvent il y a beaucoup de nuages dans la côte. Et c'est parce que l'océan échange beaucoup, beaucoup de chaleur avec l'atmosphère. Donc, il y a énormément de chaleur. Quand il fait très chaud ici à Concepción, vous avez dû remarquer que tout de suite après, soit le soir même, soit le lendemain, il fait gris. Et des fois, il fait très chaud dans la journée. Et il y a une vaguada costera qui remonte et qui arrive dans les côtes. Et bien ça, c'est l'évaporation et l'échange de chaleur qui est très intense ici au Chili. Donc, c'est vraiment un laboratoire naturel pour étudier presque tous les processus qui se produisent au niveau mondial dans l'océan. Ils sont tous présents dans notre côte. Aussi, comme je vous ai dit, on a des zones de minimum d'oxygène, c'est-à-dire il y a une partie de notre océan côtier qui est naturellement sans oxygène, anoxique, et qui est un peu le parallèle des océans préhistoriques. Le premier océan qui a connu la planète n'avait pas d'oxygène. Et nous, on a un petit peu de cet écosystème dans nos côtes, ici au large de Concepción et au nord du Chili. Donc, on a presque un dinosaure marin, si tu veux, d'écosystèmes qui baignent nos côtes et qu'on peut étudier. Aussi, notre océan soutient énormément de pêche et d'aquaculture. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vivent, surtout dans la région de Chiloé et de Patagonie et de Magellan, de l'extrême sud du pays, qui vivent de l'océan côtier. Ils en cultivent des bivalves, des algues, du saumon, des différentes espèces de poissons. Et donc, c'est vraiment l'enjeu économique est fort. Et c'est une réalité de notre pays. On dépend de l'océan, donc il faut qu'on le préserve, mais qu'on s'assure aussi qu'il va être capable de nous donner à manger. D'accord? Et l'aquaculture, c'est une activité qui est essentielle aujourd'hui
compte tenu du fait que 70% des ressources de pêche au Chili sont collapsées ou surexploitées. Donc, on manque de poissons de façon naturelle et on va devoir mettre l'accent sur la culture. Donc, et les microbes? Eh bien, voyons voir ce que les microbes ont à faire dans toute cette histoire. À la base de tout ce que je vous ai raconté, du rôle de l'océan dans le climat, du rôle de l'océan comme ressource naturelle, comme fournisseur de sécurité alimentaire pour nous, il y a le microbiome. Le microbiome, c'est ce qu'on appelle toute la communauté microbienne microscopique qu'il y a dans l'océan. Dans une seule goutte d'eau, il y a environ 1 million de cellules et il peut y avoir très facilement 1 million de types différents de cellules dans la même goutte d'eau. De la même façon que le microbiome humain assure notre santé, le microbiome marin assure la santé de l'océan à travers sa capacité pour assurer la photosynthèse et la destruction du matériel organique qu'il y a dedans. Il a aussi la capacité de produire, mais aussi de consommer des gaz à effet de serre. Donc, il nous aide tous les jours en prenant en charge une grosse partie de tous les gaz à effet de serre que nous, on met dans l'atmosphère. Ils sont capables aussi, le microbiome, de manger ou fractionner du plastique et d'autres polluants et prendre en charge en fait des pathogènes qui pourraient autrement être dangereux pour nous. Donc, pour étudier ce microbiome, ce monde microscopique, la Fondation Tara, qui est la propriétaire de la golette Tara que vous avez dû voir passer, et peut-être, j'espère, entre février et mai de cette année le long de nos côtes, a lancé une expédition en décembre 2020 depuis l'Orient pour mapper les organismes microscopiques, les décrire, savoir ce qu'ils aiment faire, comment ils le font et quelle est la vulnérabilité de ces microbes au changement climatique tout le long de la côte pacifique, atlantique et le long de la côte d'Afrique pour retourner 3 ans plus tard en France. Nous, on a eu la chance d'être la première étape et c'est pour ça qu'on a créé un programme de recherche qui n'est qu'un groupe de 9 centres de recherche qui font de tout. Il y a des centres de recherche qui étudient la régulation du génome humain et d'autres qui étudient les mathématiques et les sciences marines, océanographiques. Et on a créé un groupe de recherche dédié à mapper la diversité du microbiome de Punta Arenas jusqu'à Iquique tous les 5 ans à partir de l'année 2021. Donc, Tara nous a donné la chance de faire CO2 1 et dans 4 ans, on est parti pour CO2 2 et ainsi de suite. Donc, le microbe marin, le microbiome, en fait, quand tu vois Tara ici dessinée, c'est comme si tu nageais dans une soupe de microbes qui peuvent faire plein de choses. Et notre objectif, c'était de regarder vraiment l'océan comme un moteur de production de vie, mais aussi de recyclage. C'est une machine à recycler et la plupart des fonctions qui sont assurées dans l'océan sont assurées par des organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. D'accord? Donc, on voulait tous les voir. On voulait prendre des échantillons dans l'air, dans la surface de l'océan, dans l'océan profond, dans les canyons. Il y a des zones très profondes dans l'océan chilien et ça s'appelle des canyons sous-marins. Donc, on voulait mapper les canyons, on voulait mapper le microbiome polaire, ici dans la région de Magellan. On voulait aller là où il y a le plus de problèmes de pollution, dans la région de Chiloé, de Concepción, Valparaíso et dans l'extrême nord aussi, là où il fait très chaud et le désert d'Atacama interagit étroitement avec l'océan. Donc,
Ça a été notre première aventure. Ça a été 3 mois en pleine pandémie de Covid-19. Vous étiez tous à la maison, mais on a eu la chance d'interagir avec plein d'étudiants de France, du Chili et de plein d'autres pays tout le long de l'expédition pour pouvoir raconter ce qu'on était en train de faire et de vivre. Donc voilà la cartographie. C'est toutes les stations, les points jaunes, c'est les stations qu'on a fait. Une station était un jour entier de travail et on s'est débrouillé pour avoir environ 4500 échantillons et de faire toutes les mesures qu'on a pu. Ça, c'est à bord de la Golette Tara. Quand on étudie l'océan, il faut savoir quelle est sa température, la quantité de chlorophylle, la quantité d'oxygène et de salinité, par exemple. Donc, on a des profils qui ressemblent à ça. Et des engins qui peuvent récolter, dans un cas du plastique, du zooplancton, ou même aller à la dérive tout seul pour nous envoyer des données satellitaires, comme le cas de la bouée Argo. Et on continue aussi, on mappe la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air, dans l'eau, et comme ça, on est capable de prendre un peu, de faire un diagnostic et de dire voilà, à l'état, à l'année 2021, voilà l'état de notre océan côtier, du bas vers le haut, tout le long de la côte. On considère que c'est essentiel pour pouvoir nous-mêmes nous rendre compte de l'état d'avancement du changement climatique dans notre pays et de pouvoir nous adapter de la meilleure façon. Donc, on a pris des échantillons de microplastiques. Donc, quelques-unes des échantillons sont là. Vous voyez, ça c'est l'île de Chiloé. Et tous les petits points et les couleurs montrent la concentration de microplastiques en fonction d'une échelle normalisée. Donc, plus il y a de couleurs, plus il y a de microplastiques dans l'eau. Aussi, l'expédition Tara et CO2, en fait, nous a donné la chance de vivre la science d'une façon différente. Et le fait est que c'est devenu une expérience intégrale, humaine. Et à bord de Tara, on a des écrivains. Je crois que Wilfried Zand, qui était avec nous à bord de l'expédition, va donner un talk dans le cadre de la Fête de la Science aussi en France pour des étudiants, en racontant son expérience en tant qu'écrivain qui regarde le monde scientifique avec un œil nouveau et d'aller à la découverte et à la rencontre de l'autre. Donc, pour nous, pour les scientifiques qui avons pu participer à Tara, ça a été la chance de vivre une expérience intégrale et de donner à notre métier de scientifique un aspect aussi humain. Et de voir l'effet que ça a, notre travail à l'échelle presque en direct. Ça, c'est Tara dans les champs de glace de Patagonie en février passé. Ça, c'est une rosette. Ça nous sert à échantillonner de l'eau à différentes profondeurs. Ça, c'est Milena Cerda, une jeune étudiante qui a été tout le long de l'expédition. Elle est franco-chilienne et elle est là en train de fixer les échantillons de microbiome. Ça, c'est le microbiome. C'est des échantillons qu'on a eu en direct pendant Tara, pendant que j'étais à bord. Mon rôle dans Tara, c'était de coordinatrice, mais pendant un leg, j'étais chef scientifique à bord aussi. Donc ça, c'était les échantillons. Et cette petite chaîne, comme un collier, c'est une diatomée. Elle, toute seule, elle peut fixer plusieurs grammes de carbone par jour. Donc c'est une petite machine fixatrice de CO2. Ça, c'en est une autre. Ce qui est vert, c'est de la chlorophylle. Donc, ce que vous êtes en train de voir, c'est presque un mini arbre en miniature capable de fixer autant de carbone qu'une araucaria, par exemple.
du zooplancton, du tout petit. Et voilà la vie à bord. Les scientifiques, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et n'importe quelle condition. Donc, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, en fait, c'est la partie du métier qui, à nous tous, je crois qu'elle nous plaît le mieux de faire. Et voilà, ça c'est l'esprit CO2, Tara. Ça c'est le logo de tous les laboratoires partenaires en France et au Chili. Notre laboratoire international associé à l'Université de Concepción vous attend si vous êtes intéressé pour poser des questions, pour aller voir ce que ça donne, pour aller, quand on pourra, sortir en mer avec nous, faire des stages et en général s'informer et prendre des décisions et prendre des actions climatiques à toute échelle, même à la maison, on peut. Comme j'ai dit au début de mon talk, on est tous dans le même bateau et vraiment ça a été l'esprit de Tara, faire de la science à la frontière de l'humain et du microscopique. C'est vraiment génial et ça devrait, j'espère, inspirer quelques-uns d'entre vous à faire de la science dans n'importe quel domaine. Pas forcément l'océanographie, mais la science est vaste et toutes les actions comptent. Tous les domaines de la science sont nécessaires pour combattre le changement climatique et qui est une réalité. Ça va avancer de toute façon, mais ça va être à nous et à vous sûrement de prendre les actions qu'il faut dans le futur. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Camila Fernandez, pour cette conférence. Merci pour vos témoignages aussi, de votre retour terrain de cette expérience Tara. On espère que les élèves, je ne sais pas si vous avez des questions dans la classe, de loin. Si vous avez peut-être des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Moi, j'ai aucune question. D'accord, ouais. Vous pouvez le faire en espagnol aussi, ou si vous avez des commentaires. Pendant l'expédition, on nous posait toutes sortes de questions, comme si on avait peur ou si on avait vu des requins. Ben, ça, c'est aussi de la bonne curiosité. Et le microplastique, combien de vous avez trouvé? Ah ben, si tu veux, il y a à plusieurs échelles. Il y a le microplastique c'est des morceaux de plastique qui font entre top max 5 mm de diamètre ou de long. Mais ça peut être beaucoup plus petit. Et en général, on en trouve quelques pièces par litre d'eau. Mais ces quelques pièces, en fait, c'est celles qu'on peut voir, mais il y en a qui sont beaucoup plus petites. Et il y en a les plus grosses. Si tu veux, quand tu vas à la plage, tu en vois partout. Et ça, c'est surtout des pièces que la mer rejette. Ça m'est arrivé de trouver des pièces de plastique qui datent de, vas-tu savoir, et qui sont rejetées par l'océan. Et surtout, il y a eu des exercices intéressants pour calculer la vitesse de recolonisation d'une plage par le plastique. Ça peut être aussi vite que 3 jours. Par exemple, si tu participes à un nettoyage de plage, selon l'orientation de la baie et les caractéristiques de la plage, il va se recouvrir de plastique de nouveau à une vitesse qui des fois est de 3 jours. Donc, c'est pas beaucoup. Et tellement il y en a dans l'océan. On a calculé que d'ici 2030, il va y avoir plus de particules de plastique dans l'océan que de particules vivantes. Donc, ça peut te donner une idée de l'ampleur du problème aussi. Donc, préférez le verre et le papier. Peut-être, je ne sais pas si Perrine, vous avez des questions. Lycée Charles de Gaulle. Oui.
Alors, on n'entend pas. Ah. Alors, la question, c'est le CMM, c'est un centre au Chili ou en France? Bonne question. Le CMM, c'est au Chili, mais c'est un centre français en fait. Ça veut dire que ça a été le premier laboratoire franco-chilien du Chili. Donc, eux, c'est vraiment un laboratoire franco-français inséré au Chili avec du personnel chilien et français. Ça marche un peu, c'est une structure que le CNRS peut faire dans d'autres pays. On espère en avoir un aussi en océanographie à Concepción, mais le Centro de Modelamiento Matemático fonctionne à la Universidad de Chile. Et c'est le premier centre CNRS oui, qui a été créé au Chili. Ouais. Et le premier, je crois qu'un peu partout, hein, la première unité mixte de recherche internationale, qui est le CMM, et ça a été la première tout court de partout. Donc, ils ont le badge de first. Est-ce que vous avez des personnes du CMM à la dérive? Du CMM où? À la dérive, je pense que c'est qui font partie du CODOS et qui font partie, c'est ça? Ah oui, De la Goélette. Alejandro Mas, c'est le directeur du CMM et il est monté sur la Golette aussi. Il n'a pas navigué parce qu'il a le mal de mer, mais oui, il est monté à la Golette. Alors, le CMM, il fait plein de choses. Ils utilisent les mathématiques pour les appliquer à n'importe quel problème de la société. Donc, autant ils peuvent travailler avec les fabricants d'avions commerciaux, autant ils étaient engagés dans le traitement des données du Covid au Chili, autant pour aller faire des modèles mathématiques pour comprendre le microbiome marin. Donc, vraiment, si tu aimes les maths, c'est l'endroit où il faut y aller. Est-ce que dans la classe, quelqu'un a d'autres questions? Non. On va peut-être, apparemment non. Donc le micro ne marche pas hein, du lycée Charles de Gaulle. C'est pour ça que on parle, on parle avec les Par gestes écrit, mais ça va. ou par écrit. En tout cas, merci Camilla pour cette conférence qui est très intéressante. Et merci aussi pour le témoignage. J'espère que les élèves auront compris que les défis auxquels on fait face, on est tous, on est tous dans le même bateau, d'où l'intérêt d'où l'intérêt du travail scientifique et aussi, comme tu as pu le montrer, d'avoir des projets de recherche en commun entre les différents pays, puisque c'est grâce au lien entre des chercheurs de différents pays qu'on arrive à créer une communauté scientifique forte, en tout cas entre la France et le Chili, pour donner l'exemple du CO2. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir apporter des solutions en partageant la connaissance, que ce soit entre chercheurs, mais aussi auprès du grand public. C'est pour ça qu'on a aussi voulu organiser la fête de la science, parce qu'il est important d'avoir aussi de nouveaux chercheurs et de nouvelles questions et de nouvelles solutions à proposer. Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette conférence et Camilla reviendra aussi pour donner un atelier qui sera un atelier témoignage sur la Goélette Tara, si je ne me trompe Oui, pas. ça va être la vie de science, en fait. Science à bord
d'un bateau. N'importe quel bateau, en fait. Il y a des bateaux tout petits comme la Golette, et c'est toute une expérience, mais il y a aussi d'énormes bateaux et où on fait tout à fait autre chose. Donc, je vais essayer de faire ça, de vous transmettre le goût de l'aventure. C'est vraiment si vous aimez dehors, si vous aimez l'eau ou si vous êtes curieux, la science, c'est un métier pour vous. Donc, allez-y. Merci, merci tous. Au revoir. Au revoir, Rohan. Au revoir. Au revoir.